Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Roche Expo. Vous le savez, si vous nous suivez depuis la semaine dernière, 8 Mont-Blanc et le Dauphiné libéré s'associent cette année pour donner la parole aux candidats pour ces élections législatives prévues les 12 et 19 juin prochains. Et aujourd'hui, lundi 30 mai 2022, focus sur la 3e circonscription de Haute-Savoie. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par Justine Tria du Dauphiné libéré, à qui je passe le micro pour une petite présentation de ce territoire. Bonjour, merci. Alors, cette 3e circonscription est géographiquement centrale dans le département, avec ses 55 communes et ses 123 000 habitants, des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Et puis, cette 3e circonscription compte plusieurs cantons comme La Roche, Bonneville ou Cruseille, au profil très varié, avec pour certains une tonalité industrielle très marquée et au contraire pour d'autres une ruralité beaucoup plus présente. Donc ici forcément les enjeux sont multiples et divers entre économie, transfrontalière, agriculture et industrie. Mais malgré cette pluralité qui fait aussi sa richesse, cette circonscription, pendant 20 ans, n'a, elle, jamais changé de couleur politique, puisque Martial Sadier, président du département de la Haute-Savoie depuis le 1er juillet dernier, qui a dû laisser son siège à sa suppléante, Christelle Pétex-Levet, la candidate sortante, a toujours été le haut député LR et son représentant. Donc reste maintenant à savoir si cela va encore être le cas pour les 5 prochaines années, car la concurrence est rude et les étiquettes politiques nombreuses. Vous êtes justement 9 en lice pour un siège dans l'hémicycle et 7 présents aujourd'hui autour de cette table. Et on va d'ailleurs, merci Justine pour cette petite présentation, on va d'ailleurs vous donner la parole une toute première fois afin que vous puissiez vous présenter en 1 minute chrono. Qui êtes-vous et pour quelles raisons faut-il voter pour vous? Sébastien Joanneau, vous avez remporté le tirage au sort, vous avez la parole en premier. Alors bonjour, je me prénomme Sébastien Joanneau, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite sur Saint-Pierre-en-Faucigny, donc sur la 3e circonscription de Haute-Savoie. Depuis 25 ans, nous sommes, moi et mon épouse, installés sur la Haute-Savoie. Nous avons habité un petit peu partout et nous sommes logés justement définitivement sur Saint-Pierre-en-Faucigny. Et pourquoi faut-il voter pour moi? Parce que nous sommes le seul parti de droite aujourd'hui à défendre justement les idées hautes des citoyens français. Et pour cela, donc, il faut voter Reconquête. Merci. Madame Ferrarini. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Valérie Ferrarini, j'ai 51 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis élue sur la commune de Marigné et sur la communauté de communes Faucigny-Glières. Je suis aussi l'ambassadrice des femmes élues du département. Aujourd'hui, chef d'entreprise dans l'industrie, j'ai été aussi active dans le monde du fonctionnariat en tant qu'employée territoriale. Aujourd'hui, je m'engage dans cette élection parce qu'il me semble important que notre président, qui m'a donné son investiture, puisse obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour que ces mesures soient enfin mises en place avec force et vigueur. Donc pour moi, être une personne de la majorité présidentielle est essentiel pour faire passer des idées. Monsieur Dupuis. Bonjour messieurs, dames, Alain Dupuis, je suis le suppléant de Véronique Bouvier, candidate pour le mouvement Sabodia. Véronique Bouvier habite Poisy, elle est originaire de Chavannes. Moi-même je suis habitant de Cruseille, je travaille en Suisse depuis 32 ans. Donc le mouvement Sabodia issu du MRS, qui est un ancien parti politique qui s'était créé dans les années 70 pour la mise en œuvre d'une région Savoie, se présente aux élections maintenant pour faire la promotion de l'autonomie des 2 départements, 73-74, pour une nouvelle approche politique pour nos 2 départements. Madame Pétex-Levet. Bonjour à toutes et tous, donc Christelle Pétex-Levet, donc députée actuellement sur la 3e circonscription. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai toujours vécu entre Régnier et Père-Jussy. Donc après des études en agriculture auxquelles je tiens beaucoup parce que c'est des valeurs qui sont fortes, j'ai travaillé dans l'aménagement du territoire pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai pu être élue au département, puis à l'Assemblée nationale, toujours sur les questions d'environnement et de développement durable, qui sont des thématiques très importantes aujourd'hui. Je suis quelqu'un de simple et d'accessible et je dirais pourquoi voter pour moi. La question est difficile, on souhaite nous mettre dans des cases, je pense qu'on n'en est plus là et que les citoyens préfèrent voter pour une personne plus que pour des grandes idées nationales. Monsieur Dacréa. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Monsieur Dagri Ranif, j'ai 27 ans.
Je suis agent de conditionnement. J'habite sur Régnier depuis quelques mois. Je me présente sous les couleurs du Rassemblement national, car pour moi, c'est la seule opposition crédible qui est capable d'opposer le programme destructeur de M. Macron, et également la seule opposition à Mme Tassa, soutenue par le parti NUP ou NUPES, qui se présente aujourd'hui. Je me pose la question aujourd'hui si Mme Tassa, comment votre parti peut représenter l'opposition alors que celui-ci a favorisé l'élection de M. Macron? Madame Tassa, Vanéclo Tassa, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente, Fabienne Vanéclo Tassa, donc citoyenne engagée dans le domaine associatif, politique, syndical et politique depuis de très nombreuses années. Notre projet de gouvernement, nous, au titre national, est sur 3 urgences: l'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. Pardon, excusez-moi. Donc, et face à la situation préoccupante de la France, eh bien, j'ai pris la situation de m'engager dans cette élection. Je suis sur le département depuis 20 ans, avec des engagements précédents en région parisienne. Et donc depuis 20 ans, engagé dans la politique sociale du département. J'ai à cœur de défendre vraiment les intérêts de tous les citoyens de la circonscription. Et j'en connais beaucoup de par mon métier, puisque je suis éducatrice spécialisée et donc en contact avec les usagers quotidiennement. Rapidement. Et vous dire pourquoi je m'engage, eh bien, je m'engage parce que j'ai à cœur vraiment d'être au plus proche des citoyens de cette circonscription, de porter leur parole à l'Assemblée nationale, et comme je leur dis à chaque fois que je les rencontre, de faire en sorte qu'ils soient à côté de moi quand je serai assise sur les bancs de l'Assemblée. Albert Cohen, on termine avec vous. Je vous remercie. Donc, je suis Albert Cohen, candidat pour le Parti Pirate. Je réside à Lonzier-Lacaille. J'ai une partie de ma famille qui vient de Haute-Savoie. Je suis dans une famille recomposée depuis donc 2 ans à Lonzier. Je suis issu du monde universitaire, scientifique, en informatique, mais j'ai aussi été très actif dans le monde du logiciel libre, dans le monde militant autour des libertés numériques, de la citoyenneté numérique, depuis longtemps. J'ai également été initié par le syndicalisme étudiant, mais ça fait vraiment très longtemps. Donc là, c'est nouveau, mon engagement en politique qui date essentiellement du Covid, on va dire, une prise de conscience que beaucoup d'entre nous ont également effectué, de la fragilité et à la fois des grandes forces, des liens qui nous réunissent. Donc on est ici pour essayer pour maintenant changer la démocratie, pour renouveler en profondeur la démocratie représentative qui est en crise. Je n'ai pas besoin de parler d'abstention des extrêmes, des gilets jaunes. Et on pense qu'un mouvement nouveau est nécessaire, et en particulier, je dirais peut-être prendre le contre-pied de tout à l'heure, ne votez pas pour des têtes, ne votez pas pour nous, mais votez pour des idées. Merci bien pour cette première prise de parole. J'ajoute également que Joseph Jacquaz du Parti animaliste et Jacqueline Legouilly de Lutte ouvrière sont également candidats sur cette 3e circonscription. Yann Poincenet a lui choisi de retirer sa candidature. Alors, on va commencer par notre premier thème, et pas des moindres, puisque c'est un thème central qui englobe de nombreux enjeux. Il s'agit de l'économie, et en particulier du pouvoir d'achat et du coût de la vie. Alors, comment faire, notamment pour ceux qui ne sont pas frontaliers sur ce territoire, puissent continuer à vivre correctement et décemment? Vous avez 1 minute 30 par candidat, et on va commencer par Madame Ferrarini. Le monde économique, c'est un monde que je connais bien. Vous connaissez pour la plupart ma proximité avec le ministre de l'économie. J'ai beaucoup œuvré à ses côtés pour la baisse des impôts de production au niveau de l'industrie, mais pas que. Et le monde économique doit vraiment se rendre compte que les habitants doivent vivre de leur travail. Le plus important aujourd'hui, effectivement, il faut mettre en avant cette valeur travail. Il y aura des mesures fortes qui seront mises en place dès l'installation de l'Assemblée nationale par notre gouvernement. Je serai à leur côté pour voter les lois qui seront nécessaires à ce que les gens de notre territoire et de la France puissent être fiers de travailler et d'obtenir les choses nécessaires pour avoir l'argent à la fin du mois pour pouvoir vivre correctement de ce travail. On enchaîne avec vous, Monsieur Dupuis.
Alors, le secteur économique, bien sûr qu'il est au centre des préoccupations de tout un chacun, puisqu'il nous procure nos revenus. Mais moi, je pense que le problème majeur de l'économie française, c'est sa centralisation parisienne et politique. C'est-à-dire que la Savoie et la Haute-Savoie sont des départements qui sont dynamiques d'un point de vue économique. Mais ça, c'est lié à l'esprit d'entreprise de nos départements. Il faut surtout que l'État ne se mêle pas trop d'économie. C'est-à-dire que l'État, il est là pour mettre en place des normes, des règles. Mais la Savoie et la Haute-Savoie auraient beaucoup à gagner par une gestion locale de leur économie en autonomie par rapport à leurs spécificités locales. Madame Pétex. Oui, l'économie en Haute-Savoie et tout particulièrement sur la 3e circonscription est très diversifiée. Les filières sont nombreuses et je pense qu'au-delà de l'économie, souvent on pense industrie, mais il y a également l'agriculture, il y a également le tourisme. L'économie, c'est aussi les commerces de proximité. Je pense qu'on a une valeur travail sur notre circonscription qui est forte. On a la chance d'avoir des personnes qui sont actives. Après, la vraie difficulté qu'on a, c'est le coût de la vie. Et du coup, comment allier cette économie, faire perdurer cette diversité de notre économie avec cette problématique du coût de la vie sur notre territoire et du coup faire en sorte de continuer à fidéliser nos travailleurs pour qu'ils puissent vivre décemment sur cette 3e circonscription. Le travail est là, je parlais de l'agriculture, c'est aussi bien s'alimenter. Le tourisme, c'est aussi se divertir. L'industrie, c'est vraiment lancer des nouvelles choses, accompagner dans la modernisation. Donc on a une vraie chance de tout trouver sur notre 3e circonscription, faisons en sorte que ça puisse perdurer. Anis Daguerre. Oui, alors nous sommes dans un territoire qui a une grande richesse. Sur la 3e circonscription, il y a eu pas mal de difficultés au niveau des entreprises de décolletage qui ont été mises à mal, notamment par le coût des matières premières. Alors moi, je serais d'avis de soutenir l'implantation et le développement des PME, TPE locales. Le micro un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Et organiser avec la région et l'État des assises des PME, TPE sur la FIRCO. Et également, toujours au niveau de l'économie, permettre aux entreprises une hausse de salaire jusqu'à 3 fois le SMIC, comme c'est une des propositions que Mme Le Pen a proposées lors de l'élection présidentielle, ce qui permettrait une hausse de salaire. Et en contrepartie, les entreprises devront, on s'engage en tout cas à ne pas augmenter les charges qui sont liées à cette augmentation de salaire. Merci. Fabienne Vanet-Clotassa. Merci. Donc les 4 thèmes de ce débat sont tous liés et articulés les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'ils vont souvent venir se croiser dans mon discours en tout cas. Parce que nous partons des besoins nécessaires des personnes en les mettant face aux moyens correspondants. En fin de compte, on part sur le fait que tout est un cercle vertueux à mettre en place, c'est-à-dire redonner de l'argent aux Français, augmenter la consommation, développer l'activité économique afin d'augmenter la production, et ainsi de suite. Ainsi de suite sont générés des produits financiers qui permettront le fonctionnement du programme de la NUP. Donc sur un premier plan, déjà immédiatement faire le blocage des prix des produits de première nécessité afin de permettre aux gens de pouvoir manger correctement, de pouvoir se déplacer correctement, de pouvoir se chauffer correctement. Comme moi j'ai pu le croiser lors du porte-à-porte que j'ai fait, moi j'ai des gens qui doivent choisir entre manger et se chauffer. C'est inadmissible au XXIe siècle. Deuxième, et là je rejoins Madame Pétel-Levet quand elle dit que la valeur travail est importante. Oui, il faut favoriser cette valeur travail et favoriser l'effort de chacun, mais ne pas laisser les gens de côté. Voilà. Donc on a aussi la promotion, la réévaluation du SMIC mensuel à 1 500 € à la place des 1 300 € actuels. Rapidement, s'il vous plaît. Également par rapport au niveau de l'agriculture, la refonte de la politique agricole commune pour réorienter les subventions européennes en fonction du nombre de personnes travaillant dans les exploitations, au lieu d'évaluer des subventions en fonction de la taille et de la superficie des exploitations. Merci bien. Albert Cohen, c'est à vous. Merci.
Oui, donc le défi économique est l'un des 4 piliers de notre programme. Je voudrais juste rappeler d'abord que notre initiative, elle est avant tout de modernisation de la vie politique, et l'économie est un des éléments essentiels. Par exemple, si on parle de liberté d'entreprendre, d'une économie de marché qui s'adapte aux technologies, aux progrès de la science, on peut considérer que depuis de nombreuses années, le système, les organisations, on va dire, publiques et les syndicats, les partis politiques ne sont pas vraiment capables de suivre. De notre point de vue, les initiatives sont très souvent associatives, elles viennent du monde local, elles viennent d'entrepreneurs ou de simples participants de la vie citoyenne, et on voudrait leur donner beaucoup plus de possibilités pour s'exprimer, pour créer des emplois, pour créer leur propre emploi ou créer de l'activité. La technologie est aussi un moyen de redynamiser des territoires ruraux, ce qui est important pour notre circonscription. Si vous voulez parler de mesures concrètes en faveur de l'économie, je voudrais juste rappeler aussi le fonctionnement très liquide, très horizontal de notre parti. Donc je ne vais pas vous dicter parce que le grand chef a décidé, Chavez, qu'on allait faire ceci, cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle entre nous, on établit des rapports, d'expertise, on débat pendant des jours, parfois des semaines, et on aboutit ensuite à une solution pragmatique pour pour répondre à un défi dans l'instant. Et ensuite, on passe au problème suivant. Merci beaucoup. On termine cette partie avec vous, Monsieur Joanneau. Alors, donc, pour ce qui concerne l'économie, donc j'ai entendu tout le monde. Je pense que c'est beaucoup de blabla rêveur. Parce que déjà, dans un premier temps, il faudrait arrêter de prélever, comme c'est fait aujourd'hui par le gouvernement et tous les précédents gouvernements. Moi, j'ai des chiffres qui sont quand même inquiétants. En 1980, la dette était de 89 milliards. Aujourd'hui, on est à 2000 milliards. Il nous reste 42 ans entre les deux. Donc, qu'ont fait les différents gouvernements jusqu'à ce jour ? Pour moi, du blabla. Ils n'ont fait que parler, ils n'ont rien fait avancer, ils ont fait qu'endetter la France. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, j'apprends qu'on a offert à un pays étranger 2 milliards de francs, sans aucun référendum ni rien vis-à-vis de la population. De quel droit ? J'aimerais bien le savoir, encore le gouvernement aujourd'hui en place, suivi des LR qui ont voté en majorité pour ce genre d'action. Et nous avons aussi également, au courrier du jour, 957 millions d'euros pour un projet qui a été donc mis en avant par Monsieur Macron, effectivement, atelier McKinsey, pour le projet des retraites. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Macron a besoin de députés dans l'hémicycle pour faire les clowns et rien d'autre. Merci à vous. C'est fini pour cette première partie. On passe à notre deuxième thématique, messieurs, dames. On va parler d'une thématique qui occupe le devant de la scène sur cette troisième circonscription de Haute-Savoie. Ce sont les mobilités et l'environnement. Si vous êtes élu député, que ferez-vous ? Que préconiserez-vous pour améliorer les mobilités tout en préservant l'environnement ? C'est à vous, monsieur Alain Dupuis. Vous commencez cette partie, vous avez 1 minute 30. Alors, concernant la mobilité, dans la troisième circonscription, elle repose essentiellement sur les déplacements individuels en voiture. Et malheureusement, habitant de Cruseilles et travaillant à Genève, je dois bien constater que l'autoroute Liane est un outil à spoiler les gens qui doivent aller à leur travail tous les jours, quoi. Donc c'est un dossier que je connais bien, c'est une autoroute qui est parmi les plus chères de France. Alors, si on devait faciliter la mobilité dans la troisième circonscription, je pense qu'il serait déjà essentiel, dans le cadre d'une autonomie poussée de nos deux départements, déjà de renégocier le schéma de la concession de cette autoroute. Parce que payer 8,70 pour faire Annecy le matin, Bardonnay 8,70 le soir, même avec un salaire frontalier, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, il faut repenser le schéma autoroutier dans la troisième circonscription pour faire avancer déjà ce dossier de mobilité. Madame Pétex-Levé. Oui, l'environnement est une thématique très large. On parle aujourd'hui que de la mobilité, qui est l'une des actions pour notre environnement au quotidien. Je dirais que chaque coin de la circonscription a ses problématiques de mobilité.
On a aussi des solutions qui sont là. Certaines solutions comme le ferroviaire peuvent venir desservir toute une partie de la 3e circonscription. À nous de faire en sorte de mettre plus de cadencement à des horaires beaucoup plus adéquats par rapport aux besoins des travailleurs, que ce soit les travailleurs dans la vallée ou les travailleurs frontaliers. Il y a la thématique de la mobilité active qui est en grand développement sur l'ensemble de la circonscription. Je pense que ce n'est pas seulement nous, députés, c'est bien députés, plus conseillers régionaux, plus le département, plus les communes, plus les associations, ainsi que tous les citoyens dans leurs actions du quotidien, que nous pouvons avancer. Chacun de son côté, ça ne marche pas. On sait bien que c'est quand on agit tous ensemble qu'on peut arriver à développer ces types de mobilité. Et puis enfin, pour toute une partie de la circonscription dont mon collègue vient de parler, en effet, il n'y a pas de possibilité de ferroviaire. Et au-delà de l'autoroute, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait sur les liaisons avec tout le secteur d'Annecy et de Saint-Julien pour mettre en place des bus à haut niveau de service, justement pour offrir autre chose aujourd'hui que la voiture. C'est une thématique qui est vraiment importante. On sait qu'elle peut poser problème aujourd'hui, entre autres avec la question du versement mobilité. C'est un sujet dur dans lequel je tiendrai à faire évoluer la structuration de ce versement mobilité et la manière de calcul de ce versement pour que pour les collectivités et pour les entreprises, ce versement puisse être prélevé, mais d'une manière beaucoup plus juste. Merci, madame. Anis Dagrir, c'est à vous. Oui, au niveau de l'environnement et également de la mobilité, je souhaite l'amélioration des normes environnementales qui bien souvent nous viennent principalement de l'Union européenne. C'est un empilement de mesures qui deviennent inapplicables et incompréhensibles. C'est pour cela que je souhaite favoriser le convoiturage en mettant en place systématiquement des aires de stationnement à l'entrée et à la sortie de l'autoroute et des nationales afin d'aider les personnes les plus démunies. Et dans la même lignée, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin dans l'achat et la subvention pour les véhicules électriques. Parce que, comme vous le savez, la vie quotidienne des Hauts-Savoyards est de plus en plus dure et inégalitaire. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'améliorer leur pouvoir d'achat. Après, concernant la mobilité, je pense qu'il faudrait porter auprès du département et des communautés de communes la création d'un service de transport en commun afin de faciliter la mobilité dans nos territoires et d'être moins dépendants de la voiture. Concernant les péages, je serai d'avis pour renationaliser les autoroutes, pour baisser de 15% les péages. Et également pour la mobilité pour les jeunes de moins de 30 ans, mettre en place la gratuité des transports en commun en heures creuses. Et puis, dernière mesure également, puisque la mesure de l'achat d'un véhicule électrique prendra beaucoup plus de temps, je souhaite également que nous faisons baisser la TVA sur le carburant de 20% à 5,5%. Merci bien. Madame Van Clotassa, vous avez de l'avance. Donc au niveau de la mobilité, rapidement, nous on est sur une politique de lancement de grands travaux quant à la rénovation des voies ferrées et notamment la réouverture des lignes qui ont été fermées durant ces 30 dernières années au niveau des nombres de gares fermées. Développer une mobilité douce avec plus de pistes cyclables, plus d'aide pour le développement en cycliste au niveau électrique pour permettre aux gens de pouvoir aller travailler parce que les gens qui habitent en vallée peuvent aller travailler en vélo. Pour ceux qui sont en montagne, oui, favoriser le déplacement avec un développement du système des bus. Une politique qui stagne depuis de nombreuses années, où j'ai interpellé notamment plusieurs fois le conseiller départemental qui était en charge des transports à cette époque-là pour favoriser justement le transport des gens qui travaillent, le transport des jeunes, leur permettre d'aller à l'école. Il est inadmissible qu'un enfant qui part à l'école à 7h du matin ne puisse rentrer qu'à 19h chez lui, sans alternative de pouvoir avoir un retour chez lui, sans errance dans la ville. Voilà. Tout en sachant que 75% des habitants d'Haute-Savoie utilisent leur véhicule, il y a vraiment une nécessité de baisser la TVA et les transports en commun.
de 5,5 à 10, de 10 à 5,5, pardon, excusez-moi. Et puis surtout, une question qui nous tient à cœur, c'est de favoriser, cette dernière chose, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements publics. Et là, je rappelle un projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée nationale en langue des signes par un député et qui a été malheureusement rejeté par la majorité. C'est scandaleux. Merci. Madame Tassa. Albert Cohen. Je vous remercie. On a beaucoup parlé de mobilité, je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais plus parler d'environnement d'abord. Donc, comme je l'ai dit, on a un fonctionnement qui est très liquide. En particulier, une des questions, un des enjeux actuels, c'est que faire de l'énergie nucléaire. Donc on est dans une situation d'urgence climatique, c'est pas la peine de le redire. On est en situation de guerre en Europe. On doit d'urgence, pour ces deux raisons-là, se passer totalement des hydrocarbures. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des partis qui ont des positions qui, de mon point de vue, sont plus de l'ordre de l'idéologie ou de... bon, si j'étais, je dirais conflit d'intérêts, puisque bon, il y a un investissement depuis très longtemps en France dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre des solutions. De notre point de vue, il faut faire avec le nucléaire pendant quelques décennies encore, certainement, peut-être plus, on n'en sait rien. Il faut agir pour arriver à passer au 100% renouvelable, mais il est hors de question de se passer de cette énergie pour l'instant. Ce n'est qu'un des aspects de l'environnement, mais c'est l'urgence climatique, donc c'est le plus important aujourd'hui. En termes de mobilité, absolument, il faut créer beaucoup plus de sillons pour les trains. On est favorable au ferroviaire lorsque c'est possible et construire des grands projets d'infrastructure, ça prend du temps. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de sillon dans les voies ferrées en Haute-Savoie, c'est qu'il n'y a pas de rail. Donc il y a beaucoup de voies qui sont des voies uniques et ça prend des décennies à rénover aussi. Donc pourquoi on en est là? Je parlais d'inaction pendant beaucoup de temps. Il faut agir. Ça prendra un peu de temps, mais il est grand temps de prendre les choses en main. Merci beaucoup. On passe à vous, monsieur Sébastien Joanneau, pour Reconquête. Donc on est pour la mobilité ou les deux là? Pardon? Mobilité, environnement? Oui. D'accord, ok. Donc moi, pour la mobilité, je mettrais plus en avant justement le ferroviaire, avec un peu plus justement d'action sur les trains, parce qu'aujourd'hui, on a constaté effectivement qu'on a le train qui va jusqu'à Genève, et donc il est bien beau ce train, mais il n'y a pas suffisamment justement de plage horaire pour les voyageurs, donc ce que je peux trouver regrettable. Et pour ce qui est des locaux, effectivement, je pense que si on accentuait les plages horaires du train, on aurait des actions qui sont favorables justement vis-à-vis de l'environnement. Maintenant, effectivement, comme certains le disaient autour de cette table, les rails, on ne les plante pas en 2 jours. Mais on est capable de faire un pass vaccinal en 3 jours. Donc je pense qu'on peut s'y mettre dès à présent et que dans quelques années, ça fasse son effet. Maintenant, pour le côté mobilité encore à nouveau, je pense que pour la vallée de l'Arve jusqu'à Chamonix, Mont-Blanc, ce qui serait favorable, c'est d'y implanter justement du ferroutage pour tout ce qui est cycle de camions qui sont dans la pollution de l'air, mais comme on peut même pas l'imaginer. Moi, il y a quelques temps en arrière, ce qui me faisait mal au cœur, c'est que je lisais que des élèves devaient sortir, ne pouvaient pas sortir de leur classe parce que justement la qualité de l'air ne pouvait pas leur permettre. Et ça, aujourd'hui, on est encore capable de faire un pass vaccinal en 3 jours, mais on peut pas s'y intéresser. Maintenant, pour ce qui est justement de la qualité de l'air, il y a des idées qui sont très bonnes, hein, je renie pas, à droite, à gauche, même à gauche, il y a des idées qui sont bonnes. On va dire le critère. Le critère, aujourd'hui, c'est une idée qui est favorablement mise en avant dans les centres-villes, mais on puisse l'utiliser justement aujourd'hui dans nos parties rurales, et notamment justement au bout de la vallée de Chamonix, où nos enfants ne peuvent pas sortir. Très rapidement, voilà. Merci Monsieur Joanneau. On passe à vous, Madame Ferrarini. Oui, a priori, je suis la seule à avoir compris la règle du jeu, 1 minute 30. Vous inquiétez pas, laissez-moi développer les temps seront rééquilibrés, vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc moi, j'aimerais parler d'écologie. D'abord, avant de parler mobilité, l'écologie, et je prends souvent en référence la loi Climat et Résilience qui a été votée au mois de juillet, parce que cette loi met au cœur de nos vies l'écologie, dans tout ce qu'on fait. Se nourrir, se loger, produire, construire, être en sécurité, et aussi effectivement la mobilité. Donc la mobilité, oui, c'est le cœur de mon programme. Je suis heureuse d'apprendre que Madame la députée actuelle, enfin, réagit et se met au travail sur le versement mobilité. Il faut savoir que c'est une loi qui date de 1971, oui, l'année de ma naissance, 51 ans, et personne n'a jamais essayé de la retravailler. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons sur un territoire
où la mobilité est essentielle parce que la qualité de l'air n'est plus supportable. Mais nous trouvons en face de nous des élus, des entreprises et des citoyens au milieu de tout ça qui peut-être vont se retrouver sans aucun transport en commun parce que personne n'a voulu se mettre autour de la table. Personne n'a voulu trouver une solution de financement. Donc moi, je peux vous dire que membre de la majorité présidentielle, c'est un dossier que je vais réellement travailler, trouver de nouvelles méthodes pour ce financement, pour que nos citoyens puissent se déplacer en transport en commun, bien sûr, mais pas que, parce que ce territoire, nous ne pouvons pas mettre du transport en commun partout. Le ferroviaire, je suis d'accord avec les personnes qui ont pris la parole, nous ne pourrons pas le transformer d'un coup de baguette magique. Mais oui, il faudra optimiser les horaires, il faudra regarder les lignes qui sont à optimiser avec les citoyens. L'écologie ne pourra être mise en place que si elle est au cœur de nos vies et si elle se fait par la concertation et pas par l'obligation. Donc, je suis pour la concertation et pour l'optimisation de ce qui est en place pour que les citoyens puissent en bénéficier. Merci beaucoup, Madame Ferrari. Avant de passer le micro à Justine pour la troisième partie, un petit point sur les temps de parole. Madame Tassa, vous êtes à 5 minutes 24, Monsieur Cohen à 4 minutes, Madame Petex à 3 minutes 23, Monsieur Dupuis 2 minutes 35, Monsieur Joanneau 3,45, Monsieur Dagrière 3,35 et Madame Ferrarini 3,50. Alors notre troisième thème pour terminer, c'est une autre préoccupation majeure, vous l'avez déjà un petit peu tous évoqué, on va revenir un petit peu sur l'économie mais sur l'emploi précisément. Comme vous l'avez dit, ce sont des enjeux qui sont tous croisés, encore plus sur cette troisième circonscription. Mais là vraiment, comment faire face concrètement au manque de main-d'œuvre et quelles mesures à mettre en place vraiment pour favoriser l'emploi? Avec Madame Petex. Oui, vous l'avez dit, nous sommes un territoire vraiment attractif et je pense que c'est une chance. Par contre, c'est des sacrés enjeux en face, des sacrés enjeux qui font qu'il y a une grosse disparité. On est un territoire, tout particulièrement la troisième circonscription, entre les personnes qui vont travailler sur France et les travailleurs frontaliers. Du coup, de grosses différences aussi dans la manière de vivre, dans la possibilité, je dirais, de vivre sur ce territoire. Et c'est bien là où il faut agir. Avant de rentrer dans certaines propositions d'action par rapport à l'emploi, je pense qu'il y a un point qui me tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup de citoyens, c'est que je pense qu'il n'est plus pensable qu'une personne gagne plus en restant chez lui à rien faire qu'en allant travailler. Ça, quand on arrivera à changer déjà ce point-là, on aura déjà fait un grand pas en avant. Rester au chômage et rester à la maison et gagner plus d'argent que si on travaille et qu'on vient apporter une plus-value, un savoir-faire à une entreprise, c'est impensable. Donc je pense qu'en 2022, il est grand temps de faire évoluer les choses. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très motivées, travailleuses, mais pour qui il est difficile de garder leur emploi parce que le coût de la vie est trop cher. Du coup, quelle réflexion on a? Je pense que le travail est là. La motivation est là. Par contre, c'est comment on peut accompagner collectivités, députés et autres collectivités à aider ces personnes à garder leur travail et à garder cette motivation, je dirais, cette passion pour leur travail, que ce soit dans la santé, dans l'agriculture, dans le tourisme. Mais je reviendrai surtout dans la santé et les centres médico-sociaux. C'est la première action que j'ai menée au sein de l'Assemblée parce que je suis élue que depuis 10 mois. Mais c'est vraiment une action phare que j'ai pu mener. C'est comment faire en sorte que ce personnel puisse rester. Je pense que leur message est clair, c'est les aider à se loger, mais c'est aussi les aider pour les crèches, pour la mobilité, un sujet qu'on a déjà abordé. C'est tous ces à côté de l'emploi qui feront qu'on arrivera à avoir tous les emplois pourvus sur notre circonscription, quelle que soit la thématique. Merci beaucoup, Madame Petex-Levé. Monsieur Dagrière, sur cette thématique. En matière d'emploi, donc c'est sûr que la région est très attractive. Seulement, comme Madame Petex vient de l'évoquer, le coût de la vie est très élevé, trop élevé. Alors, je ferai l'avis déjà, donc du coup, pour l'emploi, aligner les charges sur les salaires agricoles, donc pour le domaine agricole, garantir des prix qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur travail. Et comme je l'évoquais précédemment, au niveau de l'emploi, il manque de la main-d'œuvre car les entreprises payent trop de charges.
Et elles veulent augmenter les salaires, seulement c'est les charges qui sont trop imposantes. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudrait augmenter le SMIC jusqu'à 3 fois le SMIC, 10%, ce qui permettrait d'augmenter les salaires, d'être plus attractifs et aux entreprises de ne pas crouler sous les charges. Et également favoriser l'emploi des seniors qui ne peuvent pas encore partir à la retraite, car avec la réforme des retraites de M. Macron qui va être poussée à 65 ans, beaucoup de seniors ne trouvent plus de travail bien avant 65 ans et ils vivent donc déjà au chômage et quand ils arriveront au chômage, ils vont subir une baisse de leur pension également. Merci beaucoup. Madame Tassa, c'est à vous. Si vous voulez garder du temps pour la conclusion, je vous demanderai d'être très très concise. Alors pour être très très concise, je dirais simplement qu'il faut réaffirmer le contrat à durée indéterminée par rapport au contrat à durée déterminée pour les différents employés, augmenter les salaires plutôt que les inégalités salariales, rendre progressif l'impôt sur les TPE, PME afin de favoriser l'investissement et non plus... plutôt que les dividendes, et respecter l'égalité salariale homme-femme dans les entreprises, notamment en créant des crèches afin que celles-ci puissent mettre les enfants au niveau des crèches et favoriser l'emploi. Merci. Monsieur Cohen. Merci. Beaucoup de choses ont été dites, effectivement, et en particulier sur la circonscription qui nous intéresse. Je voudrais quand même rappeler que même si nous avons une circonscription qui peut être privilégiée d'un point de vue de l'emploi, en tout cas des salariés, c'est pas du tout le cas en France en général. Et étant un parti en faveur de la proportionnelle intégrale, je me dois aussi de parler de l'ensemble du pays. Donc par exemple, pour la plupart des Français et des résidents français, la question du revenu citoyen, du revenu de base, comme vous voulez l'appeler, se pose. Donc effectivement, il est hors de question de gagner moins d'argent si on est inactif que si on participe à la vie de la société. Mais il y a énormément de manières de participer à la vie de la société, pas forcément en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais la possibilité de créer un revenu de base financé est quelque chose à laquelle collectivement on devrait se réfléchir. Et une manière de le financer serait par exemple une taxe sur les transactions financières qui existe un tout petit peu actuellement. D'ailleurs même les majorités précédentes y ont contribué, mais qui est loin de faire le travail nécessaire. Donc sur l'emploi plus local, je dirais que encore une fois il y a une grande diversité dans cette circonscription de régions, de communes. Pour nous, libérer les initiatives, ça permet aussi de rendre le travail plus attractif, créer effectivement des environnements pour que les enfants puissent être accueillis. Le transport, la mobilité, tout ça est lié et va favoriser l'attractivité des emplois, et la hausse des salaires est évidemment critique, notamment dans les services publics. Merci Monsieur Cohen. Monsieur Joanneau, c'est à vous. Donc, en ce qui concerne l'emploi, donc il faut savoir qu'on est environ à 6,4% du taux de chômage dans le secteur Circo 3. C'est l'équivalent justement de la Haute-Savoie. Pour le développement de celui-ci, moi je mettrais en avant justement stop délocalisation, comme beaucoup de sociétés qui se produisent justement dans la délocalisation du Circo. Nous sur la nôtre, on a sur Saint-Joire une entreprise donc, qui est partie sur la Pologne. Donc moi je ferais stop délocalisation. Et ensuite, pour garder justement et développer l'emploi sur les Circos ou sur toute la Haute-Savoie ou quand bien même la France, on pourrait faire justement un principe qui est fait sur la Suisse, qui est l'exonération de fiscalité sur 5 à 10 ans, sur lequel on rebasculerait justement sur le réinvestissement des entreprises ou quand bien même le salaire des employés. Et donc pour ce qui est aussi justement du plein emploi vis-à-vis de l'assistanat, donc effectivement qui a créé l'assistanat jusqu'à ce jour durant ces 42 ans, la droite mise en place, la gauche mise en place et le centre aujourd'hui mis en place avec Macron. Donc ça, il aime bien l'assistanat, il aime bien reverser des chèques et tout va. Ça, c'est certain. Et justement, il est très bien représenté par ces députés qui juste lèvent la main dans l'hémicycle avec des dossiers qui sont faits par McKinsey. Donc aujourd'hui, je dirais qu'une chose, c'est le plein emploi, le gouvernement mis à l'écart. Merci. Madame Ferrarini.
Eh bien, justement, je vais rebondir sur le plein emploi que nous envisageons pour 2027. Sachez qu'effectivement, 6,4% le taux de chômage, c'est inférieur à la moyenne nationale. Et nous allons continuer avec des mesures pour vivre mieux de son travail. Je dois avoir un petit peu d'avance. Triplement de la prime Macron, comptant épargne universelle, le partage des valeurs, la solidarité à la source pour que plus de personnes puissent en bénéficier, même sans le demander. Mieux accompagner ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, parce que ce n'est pas toujours des feignants, c'est aussi des gens qui ont besoin qu'on les accompagne. Donc création de France Travail, suppression de la redevance pour un coût de la vie inférieur, donner des solutions de garde à toutes les familles qui ont des enfants de moins de 3 ans, parce que je rejoins quelqu'un qui a parlé de l'égalité femmes-hommes. Souvent, la femme ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas de mode de garde, donc bien rajouter. Moderniser l'impôt sur le revenu en permettant à un couple non marié de pouvoir déclarer ensemble. Continuer à accompagner, simplifier, protéger les indépendants parce qu'ils sont nombreux et il ne faut pas les oublier, c'est vraiment une force vive de notre territoire. Je n'oublie pas les agriculteurs qu'il faut effectivement soutenir à l'installation. Ce n'est plus possible que des jeunes agriculteurs nous disent vouloir quitter ce territoire parce que c'est trop cher. Il faut continuer. Baisser les charges. On en a souvent parlé, nous sommes proches de la Suisse et ce que donne un patron à la fin du salaire n'est pas ce que touche l'employé et ça, ce n'est plus normal. Et puis, vous avez parlé de comment trouver des employés. Il faut continuer à motiver les jeunes à aller dans toutes les filières. Il faut que les entreprises travaillent avec les écoles pour vraiment optimiser cette formation. Et je n'oublierai pas les retraités ou ceux qui devront travailler plus longtemps. Pourquoi ne pas les impliquer dans cette formation en fin de carrière en transmettant leur passion dans un temps dans les écoles. Donc oui, monsieur, je suis avec Emmanuel Macron parce que je crois en son projet pour que vivre mieux de son travail ne soit pas un euphémisme, mais que ce soit réel en 2027 avec le plein emploi. Merci. Et encore plus ici, soyons l'AC3 un laboratoire pour mettre en place toutes ces mesures. Merci, Madame Ferrarini. On termine cette dernière partie avec vous, Monsieur Dupuis. Alors, moi, j'écoute mes collègues, mais encore une fois, les partis traditionnels français nous proposent des mesures, des lois, des textes. Alors, j'ai la chance d'être frontalier depuis 32 ans, donc d'avoir un bon salaire. Alors, est-ce que le hasard fait que le frontalier a un bon salaire? Non. Ce qui fait que les revenus des frontaliers sont élevés, c'est intimement lié à la performance des entreprises suisses. C'est-à-dire qu'une entreprise suisse, les entreprises suisses sont dans un environnement économique qui leur permet de dégager des marges importantes, puis de bien payer leurs employés. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, sans qu'il y ait besoin de textes de loi, de mesures dictées de Berne ou d'ailleurs. Alors, je voudrais rappeler un chiffre quand même. On peut mesurer la performance économique d'un pays au déficit ou notamment pour la France, au déficit de sa balance commerciale extérieure. En 2021, la France a fini avec 85 milliards de déficit de sa balance du commerce extérieur. Dans le même temps, la Suisse a terminé, elle, avec un excédent de 59 milliards. Donc vous avez une explication très rationnelle du pourquoi du salaire des frontaliers, vous voyez. Ça ne sert à rien de vouloir faire des lois à Paris, des mesures d'accompagnement, de je ne sais quel acabit. Il faut simplement appliquer les mêmes analyses et les mêmes règles que chez nos voisins helvétiques. Alors, nous, en Haute-Savoie, on ne peut plus croire à tout ce boniment parisien. Comment voulez-vous qu'on croie ça quand on franchit tous les matins la frontière pour aller exercer notre profession dans un environnement si différent? La Savoie et la Haute-Savoie ont un intérêt direct à une autonomie locale. Nous avons tous les moyens dans ces deux départements pour mettre en œuvre une stratégie économique qui enfin donnera des salaires importants aux gens qui exercent leur profession. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. On arrive à la fin de cette émission, on va passer à la conclusion. Alors, vous n'avez pas tous les mêmes temps de parole, donc il faudra s'adapter. On va commencer cette conclusion avec Monsieur Anis Dagrir. Vous êtes à 5 minutes 17. Donc vous avez un petit peu de temps. Bien, merci. Alors, en conclusion, moi, ce que je dirais à la population, c'est que le choix que vous ferez le 12 et le 19 juin prochain sera crucial.
Si vous ne votez pas, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui viendra vous chercher. Retraite à 65 ans, augmentation des énergies, éclatement de notre protection sociale. Emmanuel Macron a été réélu avec le soutien au deuxième tour, avec toute la gauche qui aujourd'hui, sous l'étiquette NUPS, veulent maintenant incarner l'opposition. Son mandat a créé 400 000 pauvres, une augmentation incontrôlée de la dette, plus de 600 milliards d'euros, une dette aujourd'hui à 130% du PIB, une baisse des aides sociales. Il a fracturé le pays et c'était tout. Voilà. Merci Monsieur Dagrir. Madame Tassa, assez rapidement du coup. Donc je vais conclure assez rapidement en rappelant simplement que notre programme permet à chaque citoyen de pouvoir vivre dans le respect de la nature, dans le respect de la vie sociale et dans le respect de la vie culturelle qui est indispensable au développement de chaque être humain. Oui, il est important de relever les urgences, la réponse à l'urgence climatique afin d'amener à une baisse à 65% des émissions en 2030. Oui, il est important de soutenir les producteurs et agriculteurs locaux, de permettre le développement des cantines bio et la rénovation thermique des logements, parce que le logement est un grand problème dans la circonscription et dans la France en général. Parce que bon, moi je vous laisse conclure. Je roule sur la France en général, voilà. Il est important de créer une agence de relocalisation dépendant du Conseil de la planification écologique et enfin de développer la santé environnementale afin de la faire entrer dans le plan national de santé environnement. Madame je Tassa, rappelle simplement qu'on a 600 morts par an aussi dues à la pollution. Voilà. Merci beaucoup. Albert Cohen, c'est à vous. Alors, pour conclure, je dirais que le nom du Parti Pirate peut sans doute prêter à sourire. Je rappellerai quand même que nous avons 4 députés au Parlement européen. Il y en avait également une dans le Parlement précédent. Le maire de Prague est pirate. En Suède, c'est un parti, je crois que c'est la 3e ou la 4e force politique. Nous avons une activité donc publique depuis 2006. Nous avons été formés suite à essentiellement l'accusation que partager la connaissance, partager la culture, c'était pirater. Donc voilà d'où nous venons. Depuis 2006, au niveau international, nous avons des partis dans chaque pays. Nous avons construit un programme, cette fois-ci de gouvernement, un programme qui couvre l'ensemble des domaines de la société. De cette manière-là, nous pensons que nous pouvons au moins intéresser les abstentionnistes à renouveler la vie politique en allant voter et si possible attirer aussi d'autres électeurs. Donc votez pour nous. Vous ne trouverez pas de bulletin dans l'enveloppe distribuée par la Poste parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais par contre vous pourrez retrouver le bulletin avec la voile du Parti Pirate dans les bureaux de vote. Merci beaucoup. Monsieur Cohen. Sébastien Joanneau, vous pouvez conclure. Alors moi, donc en conclusion, je reviens un petit peu en arrière vis-à-vis de l'emploi. Donc, comme je serai élu, je réintégrerai, je ferai le nécessaire avec une équipe afin de réintégrer le personnel soignant qui a été exclu par l'AREM et Renaissance. Actuellement, donc le plein emploi, on n'y est pas avec eux, donc je les réintègre. Et également le fait que Madame Pétain n'ait pas voté pour le pass vaccinal, donc elle n'y était pas non plus. Donc je me demande à quoi bon être élu ou suppléant remplaçant si ce n'est pas pour voter les lois ou aller contre celles-ci. Donc je constate aussi également que ma voisine continue justement le blabla durant 5 ans dont M. Macron a essayé de nous faire croire, et on va continuer encore 5 ans. Et moi je dis non. Nous allons justement faire face, nous allons faire front avec Reconquête. Et donc voter pour Reconquête, c'est voter une certaine forme de liberté d'expression, liberté morale. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Madame Ferrarini, c'est à vous de conclure. Alors, vous avez un petit peu moins d'1 minute. Oula, il faut que j'aille vite alors. Alors pour moi, le territoire a besoin d'un souffle nouveau que je représente par mon expérience professionnelle. J'ai été, comme je vous l'ai dit, technicienne territoriale, animatrice. Aujourd'hui, effectivement, je suis chef d'entreprise dans l'industrie. Je tiens à ce que le cumul des mandats ne soit plus à l'ordre du jour. Si je m'engage et si vous me faites confiance pour être député, je pense qu'il sera important d'avoir un seul mandat, celui de voter les lois, pour que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas être au département et à la députation. On ne peut pas, désolé Christelle, être 10 mois à l'Assemblée nationale et n'y siéger que 3 mois.
Donc pour moi, ma proximité avec le gouvernement, avec la majorité présidentielle, permettra de faire voter des lois qui seront en cohérence avec notre territoire. Merci beaucoup, Madame Ferrarini. Monsieur Dupuis, c'est à vous pour la conclusion. La conclusion, pour moi, elle est évidente. Il faut voter pour ma candidate, Véronique Bouvier. Et puis, pour le mouvement Sabodia, ce serait une rupture. Les Pays de Savoie ont été la dernière province à rentrer dans la France moderne. Donc, la Savoie peut représenter un nouvel élan, un nouveau modèle politique, une nouvelle vision de la politique. Donc, la population de nos deux départements a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Beaucoup de Français sont venus habiter chez nous, ils sont les bienvenus. Il faut incarner cette rupture politique. Il faut faire confiance aux régionalistes et à l'autonomie de nos deux départements. Merci beaucoup, Madame Pétex-Levé. On termine ce tour de table avec vous. Oui, tout d'abord, merci pour ce débat et d'avoir permis à l'ensemble des candidats de pouvoir s'exprimer. Je suis quelqu'un qui déteste l'attaque et je pense que c'est inutile. Les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est entendre nos propositions. Par contre, avant d'attaquer, on vérifie nos sources. Et j'ai voté contre le pass vaccinal. Et d'ailleurs, c'est aussi un point que je tiens à souligner parce que c'est une liberté d'expression au sein de l'hémicycle qui est important. Donc voilà pour ce point-là. Par rapport au cumul, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas forcément un grand nombre de cumuls, mais avoir un mandat local permet d'avoir les pieds sur terre et d'éviter d'être complètement déconnecté de la réalité dans l'hémicycle. Si je peux m'exprimer jusqu'au bout sans être interrompu, ça serait très bien. Allez-y. Ma mission est double en tant que députée, c'est bien faire évoluer les lois, mais en même temps représenter toutes et tous les citoyens de la 3e circonscription. C'est pour ça que je pense qu'il est très important d'être présent dans l'hémicycle pour faire évoluer et pour travailler sur l'évolution des lois, mais en même temps être présent sur le terrain très régulièrement lors des manifestations ou à la rencontre des citoyens, des collectivités, des entreprises pour bien comprendre leurs problématiques et avoir des propositions concrètes et cohérentes. Je suis la candidate de la droite et du centre, je l'annonce, je le redis, j'ai toujours été candidate de la droite et du centre, mais je suis avant tout Christelle Pétex-Levet, une personne de valeur simple, accessible et ancrée dans son territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci. Cette fois-ci, c'est terminé. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci également à vous, Justine Triat, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve ce mardi à midi en Savoie, du côté d'Aix-les-Bains, pour la première circonscription de Savoie. À très vite sur notre antenne.